Et bah du coup, on va pouvoir commencer. Alors, bonjour à tous. Si aujourd'hui on est là avec Étienne, parce qu'il y a quelques temps, on a reçu un message audio, vidéo qui nous a fait un peu peur. Et on s'est dit qu'on allait vous le présenter aujourd'hui. Donc on va commencer par vous faire réécouter le message. Si seulement vous saviez, vos données sont si mal protégées. Donc voilà, c'est le message qu'on a reçu avec Étienne il y a quelques temps. Et on s'est dit qu'en fait, c'était pas possible, on ne pouvait pas nous mettre un tel coup de pression, il fallait qu'on fasse quelque chose. Exactement. Et on s'est dit, stop à l'espionnage, comment disparaître d'Internet. Alors après, moi personnellement, j'ai pas très peur parce que j'ai pas beaucoup de données sur moi sur Internet. C'est quelque chose attention, fais gaffe parce que je crois qu'il y a des slides qui se sont ajoutés. Il a peut-être trouvé plus de données qu'on pense. Donc tu es Alves Michael, de ce que je lis. C'est ça. Tu es beau gosse un petit peu. Tu travailles à Zenica pour le client Enedis. Tu viens de Lyon, donc on est un peu loin chez nous ici. Ouais. 24 ans, tu es consultant et tu fais pas mal de trucs en dehors. Hein. Tu es organisateur de la Lyon JS. Tu travailles pour Remotion et tu es un Upright Heroes, donc pas mal d'open source. Et il a vu aussi que tu aimais bien aller boire des coups avec tes potes le soir. Ouais, on a même trouvé ça. Et il était super sympa, il a même mis tes réseaux sociaux si jamais vous voulez aller le stalker vous aussi. Il a trouvé quelques trucs du coup. C'est ça, donc ouais, c'est pas très malin ce que tu viens de dire. Moi je pense vraiment par contre qu'il n'a rien trouvé sur moi, c'est impossible. Je ne suis jamais sur internet. Donc et bah du coup tu feras gaffe aussi parce que je pense qu'il a trouvé 2-3 trucs. Donc Étienne Hidou, il a même trouvé ton surnom Pops. C'est un truc que pas grand monde connaît. Il sait que tu es aussi consultant à Zenica à Lyon, qu'actuellement il travaille chez Bedrock. Il a même trouvé certaines de tes passions, le jeu vidéo, les animaux, le JS, tout ce qui est VR et AR. Et il a toi aussi trouvé tes réseaux. Super. Donc je suis désolé, mais pour le moment, en fait, on va être tous les deux dans la même galère et il va falloir qu'on se batte ensemble. Et quand on a un ennemi commun, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la première étape? Premièrement, il faut connaître les armes de ses ennemis. Exactement. Du coup, toutes ces données qu'on a vues, c'est quoi? C'est des données personnelles. Je pense que vous en connaissez quelques-unes. On a tout ce qui est nom, prénom, âge, votre numéro de sécurité sociale, votre IP quand vous êtes sur un ordinateur. Plein de trucs qui permettent de vous identifier vous, quand vous êtes sur Internet ou même dans la vie réelle avec votre plaque d'immatriculation par exemple. Et ça peut être aussi des données un peu plus sensibles comme votre religion, votre avis politique, etc. Plein de trucs qu'on peut retrouver sur Internet, qu'on peut récolter aussi. Et c'est pour ça que... Et en fait, c'est pour ça que les géants de la tech vous aiment. En fait, c'est pas vous qu'ils aiment, c'est plus particulièrement vos données. Vous avez peut-être vu pas mal d'illustrations tournées ces dernières années qui ressemblent un peu à ça, où on parle, attention, telle boîte vous surveille, telle boîte récupère vos données, etc. Et vous pouvez voir qu'il y a certains logos qu'on reconnaît bien, parce qu'en fait, c'est les logos des GAFAM. Ouais, les GAFAM, on va pas vous expliquer ce que c'est parce que je pense que tout le monde connaît. On va plutôt vous donner des chiffres. Les GAFAM, c'est 56% du cloud. C'est à peu près 95% des ordinateurs avec tout ce qui est Mac et Microsoft. On est à 999 000 recherches par seconde au niveau de Google. Et c'est à peu près environ 2 milliards de comptes Google. Je pense déjà, rien qu'avec nous, on en a on en a déjà pas mal juste par personne. Donc voilà, sinon pour parler un peu plus de chiffres intéressants, c'est à peu près 1261 milliards de chiffres d'affaires. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. C'est jamais ce que j'aurai sur mon compte en banque. Ou sinon, si vous voulez une vraie information, c'est le PIB de l'Espagne. Du coup, toutes ces données, ça fait quand même pas mal de choses, beaucoup d'argent en cote. Est-ce que c'est protégé tout ça? Normalement, ça devrait être protégé, sécurisé. Eh bien, en fait, c'est un peu ce qu'on peut se dire, c'est qu'on se dit, oui, c'est des grosses entreprises, donc forcément, c'est des données qui sont sécurisées. Eh bien, figurez-vous que non. On a trouvé quelques exemples. Donc, premier exemple, on a l'exemple d'Aadhaar. Donc, Aadhaar, qu'est-ce que c'est? C'est le système d'identification biométrique en Inde. Donc, en 2018, ils ont eu une fuite de données, des données de 130 millions de citoyens qui ont fuité. On a mis un autre exemple avec Google. 2018, 52 millions d'utilisateurs qui ont vu leurs données fuiter. 2019, Facebook, 600 millions de mots de passe. Point positif, c'est que depuis 2019, plus personne n'utilise Facebook, donc on est tranquille. Ouais, c'est bon. Et on a mis plein d'autres exemples que vous connaissez sûrement, Twitch, LinkedIn, Yahoo, en fait, absolument tous les gros services que vous utilisez au quotidien, malheureusement, il y a de grandes chances qu'ils aient eu des fuites de données à un moment ou à un autre. Donc, faites attention à vos données. Attention aux données, ouais. Si on va un peu plus au niveau de la France, rien que l'année dernière, c'était 950 millions d'attaques qui ont été recensées. Ça c'est dans le monde, et c'est à peu près 1 milliard d'adresses qui ont été exposées. Et on ne parle pas d'adresses IP ou quoi, on parle vraiment des adresses physiques. Si du coup on revient plus côté de la France, c'est 22 millions
cyberattaques qui ont été recensées chez nous, ce qui fait à peu près une personne sur 5. Donc je pense, là, vu le nombre qu'on est dans la salle, désolé de vous apprendre ça, mais peut-être vos données ont été fuitées sur Internet. Et ça se trouve, vous le savez pas. Ouais, mais on est là pour vous aider, vous en faites pas. Si on continue comme ça, avec toutes ces infos, c'est à peu près 5 ans pour leaker tout Internet, donc on aura peut-être de quoi faire un nouveau talk. Ouais. Surtout que c'est peut-être allé un peu plus vite que prévu, parce que je ne sais pas si vous avez suivi les dernières news de ces derniers jours. Il y a une affaire qui tourne pas mal de fuite de données, où il y a environ 33 millions de personnes en France qui ont vu leurs données, donc que ça soit nom, numéro de sécurité sociale, les différentes petites lignes de vos contrats d'assurance santé qui ont fuité. Point positif, c'est que la CNIL nous met une petite question tout en bas. Comment savoir si cette violation de données vous concerne? Et ben en fait, ils n'ont pas la réponse, parce qu'en fait, ils ne peuvent pas savoir. Ce qu'ils vous disent, c'est de contacter directement votre service de santé. On vous dira si c'est le cas pour vous. Donc, c'est un peu compliqué. Après, avec Étienne, on s'est rassuré un peu. On s'est dit, avec Étienne, on travaille dans l'informatique, on est un peu des geeks. Il y a quand même peu de chances que tout ça, ça nous concerne. Je sais bien plus de choses que ce que vous pensez. Oula. Je sais vos moindres déplacements, les appareils que vous utilisez, les recherches que vous faites, ce que vous adorez dans la vie et même vos endroits préférés. Je sais tout. C'est pas trop prévu ça. Ouais, et ben du coup j'ai quand même l'impression qu'il a un peu plus d'infos que prévu, quoi. Ouais, plus d'infos de prévu, on se demande vraiment d'où est-ce qu'il récupère tout ça. Ouais, et ben figurez-vous qu'en fait on a un peu pris de l'avance et je me suis dit j'ai quand même pris un peu ces menaces au sérieux. En fait, j'avais déjà commencé à rechercher un peu et on s'est dit qu'on allait se focaliser sur un service d'une grosse entreprise. Pardon. Désolé. Et du coup, on s'est intéressé à un service qui s'appelle Google Takeout. Est-ce que des gens dans la salle connaissent Google Takeout? Pas mal. Ok, pas grand monde. Top. Bah du coup. C'est un peu compliqué. Hein. Allô? Oui, 1, 2, allô, test. allô. Là, on nous entend plus. On s'est vraiment fait hacker, c'est ça le problème. Là, oui, en fait, on a. Là, on n'a plus de son. Après, on peut parler fort. Bon, ils nous entendront pas, mais. Nickel. Ok. On s'est peut-être fait pirater pour de vrai. Désolé. Et ça, pour le coup, c'était vraiment pas prévu. Non. C'est pas grave, on va continuer, on va crier un peu. Est-ce que tout le monde nous entend? On parle comme ça au fond? Super. Ouais, parfait. On n'aura plus de voix ce. Oui. Ouais. Venez un peu plus. Ouais, on a touché. Bon, on n'aura plus de voix ce soir, mais c'est pas grave. Donc du coup, on s'est intéressé à Google Takeout. Google Takeout, qu'est-ce que c'est? C'est un service de Google qui permet en fait de mettre à disposition de tous les utilisateurs en fait les données que Google ont sur nous. Donc comment ça se présente? Vous avez directement sur le site de Google Takeout, vous avez une interface où vous pouvez sélectionner les différents services desquels vous voulez récupérer les données que ces services ont récupérées sur vous. Donc Gmail, absolument tout ce que vous voulez. Et quand vous arrivez à la fin du formulaire, on vous demande si vous voulez télécharger vos données. Vous avez deux solutions. La première, c'est Google Drive. Et la deuxième, en fait, on vous envoie tout simplement les données par mail. Quand on fait ça, il faut faire attention. Il y a une grosse pop-up rouge qui apparaît et qui dit attention, ceci sont vos données perso. Faites attention, ne les rendez pas publiques. Avec Étienne, pour ce talk, c'est absolument ce qu'on n'a pas fait. Parce que 30 minutes après, en fait, on avait tout push sur GitHub. Donc c'est peut-être pas la meilleure idée qu'on ait eue, mais on a quand même changé 2-3 trucs, on a fait gaffe. Ouais, c'est ça. Et avec tout ça, on s'est dit, on va utiliser ces données, on va en faire une application pour pouvoir visualiser un peu ce qu'on arrive à déceler avec toutes ces données. Qu'est-ce qu'on a récupéré avec Google Takeout? C'est ça la question. Qu'est-ce qu'on a mis sur Internet à la vue de tout le monde? Alors, on a quand même fait un repo privé, on a mis 6 gigas de données. Pour information, c'est des données qui sont sur plusieurs années. Là, c'est que Google, mais de manière générale, sur Internet, en quelques années, vous pouvez mettre plus de 2 octets de données de vous sur Internet. Donc là, on n'a pas grand-chose vu que c'est que Google. C'est 9 ans d'historique, donc ça remonte à
il y a très très longtemps. C'est à peu près 46 services qu'on a récupérés, et rien que chez Google, il y en a plein, il y a des obscurs, on ne connaît pas trop. Ça fait à peu près 14 000 fichiers qu'on a dû parser nous-mêmes, et ce qui est bien avec Google, c'est qu'ils adorent les données, donc ils ont mis tout type de fichiers, JSON, CSV, texte, HTML. Ils ont absolument tout mis, et vous en doutez, nous après pour travailler là-dessus, c'était une partie de plaisir, c'est faux, c'était un enfer. C'est ça. Question qu'on s'est posée peut-être après. Ouais, c'est ça, c'est que là on récupère tous ces trucs, mais on n'est pas les premiers sur Internet. Ça existe déjà, je pense, ce genre de truc. Et en fait, en cherchant un peu, on s'est rendu compte qu'en fait, même Google mettait un service à disposition. Donc, ce service, c'est Google Timeline. Et en fait, après, ça fonctionne uniquement pour toute la partie géolocalisation. Mais vous avez une application de Google où vous vous connectez avec votre compte Gmail. Et en fait, sur toutes vos années d'historique, vous avez la possibilité de visualiser tous les trajets que vous avez effectués, les modes de transport que vous avez utilisés, combien de temps vous avez voyagé, et tout ça sur plusieurs années. Donc ça fait pas mal de données. Oui. Et du coup, vous allez vous dire, mais pourquoi vous êtes embêté à refaire un truc qui existe déjà? En fait, il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'en fait, on n'a pas trop confiance en Google. Je suis désolé s'il y a des gens qui travaillent en Google, c'est pour le talk. On n'a pas trop confiance en Google, donc on s'est dit qu'on allait quand même faire ça par nous-mêmes. Deuxièmement, avec Étienne, on aime bien galérer sur ce genre de trucs. Et troisièmement, il y a bien des gens qui se sont amusés à cloner Shazam. Donc pourquoi pas? Petit banger. Si on réfléchit un peu à ce qui a été dit dans la dernière vidéo de notre cher inconnu, il a parlé de plusieurs trucs et il a dit oui, j'ai la possibilité de savoir tous les déplacements que vous faites. Ouais. Donc ça trouve, il a accès un peu comme Google Timeline à un peu à nos données. Ouais, où on bouge quoi. C'est ça. Mais du coup, nous, on a sûrement accès à ça aussi. On a récupéré des beaux fichiers JSON qu'on a parsés. Donc là, il y a plein de données à l'intérieur, mais c'est super simple. On a des lattes longues pour savoir où est-ce qu'on a commencé. On a une adresse pour savoir où est-ce qu'on était. On a aussi une confidence. Une location confidence parce que Google n'est jamais sûr de ce que vous faites. Il fait des guesses, il vous dit ok vous êtes peut-être là, je suis sûr à 99% que vous avez commencé ici, jamais sûr. Vous avez une localisation de fin pour savoir où est-ce que vous allez aller et entre tout ça on a une duration pour savoir combien de temps vous avez mis pour aller jusqu'à là-bas et entre tout ça on a toutes les activités et une confidence aussi pour tout le trajet parce qu'encore une fois il n'est pas sûr de ce que vous avez fait. Toutes les activités que vous avez pu faire, c'est-à-dire est-ce que vous y êtes allé à pied, est-ce que vous y êtes allé en bus, est-ce que vous y êtes allé en train ou est-ce que vous y êtes allé en... Ouais, il y a quelques temps, là on n'a pas retrouvé la donnée sur nos derniers fichiers, mais en fait il y a quelques années, il faut savoir qu'à la fac avec Étienne, on avait déjà un peu étudié sur ce genre de données. Oui. Et à l'époque, dans les différentes possibilités d'activités, ça nous indiquait si on avait possiblement fait le voyage en titubant. Là sur nos données il n'y avait pas. Donc promis, on n'a rien trouvé là-dessus chez nous, mais à l'époque ça y était. Ouais, je pense. Non, mais en vrai, cherchez un peu dans vos données, je suis sûr et certain que vous devrez trouver ça. C'est marrant à voir, ouais. Et du coup aussi, un dernier truc qu'on a, c'est tous les waypoints, tous les endroits où on est potentiellement passé, avec plein de lattes longues et tout, encore une fois. Donc là, plein de données qu'on peut prendre et parser dans une application front-end parce qu'on est dev front-end et on adore ça. Exactement, on adore du coup, ça. Vu qu'on fait pas confiance à Google, on s'est dit, ok, on prend Timeline, bam, on récupère, on a fait un clone avec nos propres données. Donc là, on peut voir un petit voyage, donc on part de Lyon, on est lyonnais. Et on va directement au Portugal, le terre-terre. Donc là, on peut voir qu'on a récupéré, qu'on y est allé en avion. Je vois pas très bien. Hop, on y est allé en avion, on a pris le train, on y est allé en voiture, etc. Plein de données qui sont super intéressantes à regarder. Mais aussi, ce qui nous intéresse aussi, c'est de voir un peu plus de manière quotidienne. Là où on peut voir un trajet où je sors de chez moi, je pars au travail, je m'arrête au centre commercial et j'arrive à ma destination. J'ai pris le métro, j'y suis allé à pied, combien de temps j'ai mis en métro, etc. Plein d'informations qu'on peut parser. Donc c'est super intéressant. Et il y a un truc qui nous a vraiment impressionné en fait quand on a fait ça, c'est qu'on a quand même un peu vérifié les données. Et en fait c'est ultra précis, vraiment sur tous les points où vous êtes arrêté. Pendant combien de temps vous êtes allé de tel point à tel point, c'est vraiment des choses qui sont ultra précises. Et il faut bien se dire que là, nous, on a sélectionné une seule et même date pour faire un truc facilité. Mais en fait, on avait vraiment ça sur 9 ans avec Étienne. Ouais. Donc chez vous, peut-être même plus. Mais c'est vraiment toutes des données qui sont récoltées et stockées. C'est ça, super intéressant à regarder.
Donc là, vas-y, on a commencé à faire une appli, on se dit vas-y, on va en faire d'autres. Il a parlé de plein d'autres trucs, il a parlé des services qu'on utilise aussi. Ouais, il a parlé du coup des différents services qu'on utilisait. On vous a dit du coup que là c'était nos données de Google. Google, ils ont plein de services, Gmail, YouTube, etc. Donc ils ont absolument tout. Et en fait c'est pareil, on a un fichier pour ça, nouveau format de fichier, un CSV. Ils se sont dit bon on va innover. Pourquoi pas. Et avec ça, pareil, on a fait une petite application pour recenser un peu tout ce qu'on a trouvé. Donc on a sélectionné une date en particulier. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces fichiers? On retrouve différentes utilisations d'adresses IP quand on a communiqué avec les différents services. Ça sert à rien de noter les adresses IP, c'est pas les bonnes. On a ensuite les différentes applications, les différents services de Google qu'on a utilisés, combien de fois on les a utilisés par jour, combien de fois il y a eu des connexions entre notre appareil et ce service-là. Et pour ça, ensuite, on a une liste des différents appareils. Donc, il y a absolument tout ce qui est connecté chez vous. Donc, vous avez vos ordinateurs, téléphones, montres, enceintes, absolument tout ce qui est connecté et qui a communiqué avec les services de Google. Et bien, pareil, vous avez un historique sur 9 ans. Ensuite, il a parlé d'un autre truc. Il a parlé de l'historique de navigation. Après, moi, j'ai pas très peur parce que souvent, sur mon Mac, je nettoie l'historique, etc. Donc, on s'est dit qu'ils n'allaient pas avoir grand-chose. Ouais, bon, en vrai, c'est très bien d'avoir fait ça, mais généralement, si tu es connecté à ton compte Google ou n'importe quel compte, il va récupérer ces données, même si tu les changes toi côté client. Google garde une trace de tout ça. Donc, on peut voir avec encore un beau format JSON tout ce que vous avez fait sur Internet, l'endroit où vous êtes allé, et vous avez même un joli time usec. Si vous vous rappelez, on avait des timestamps normales avant. Là, on a un beau time usec. Si vous arrivez à trouver la date exacte, venez nous voir après, on vous donne un cadeau. On n'a rien à faire gagner, Étienne. Ah mince. Bon, venez nous voir quand même, c'est super intéressant. Pour la petite info, c'est en microsecondes si jamais vous voulez tenter le défi. Donc voilà, plein de trucs comme ça qu'on peut encore parser une nouvelle fois sur une application web. Donc là, on peut voir plein de trucs. Premièrement, on peut voir le nombre de sites qu'on a visités, les sites les plus populaires par horaire. Donc là, ça va, on peut voir que, là c'est mes données, hein, je m'affiche un petit peu, mais on peut voir que généralement, je commence à aller sur mon compte Google perso à partir de 19h, donc ça veut dire que je travaille quand même un Ouais, petit peu. petite preuve. Bon, il n'y a pas ton employeur, mais au moins, on est Non, sûr ça qu'il va. travaille Il y a avant. 2-3 collègues, mais c'est bon, tranquille. Et aussi, le truc super intéressant qu'on peut voir, c'est les sites que j'ai visités le plus. Donc là, on peut voir que j'adore ouvrir des onglets. C'est ma passion. Chez moi, j'ouvre des onglets, bam, bam, bam. Il n'a rien à ça. faire, il ouvre des onglets. C'est ça. Mais sinon, plein d'autres trucs intéressants. Et tout ça, toujours pareil, c'est ultra précis sur les horaires. Là, on a fait des stacks par heure, donc il y avait 19h, 20h, etc. Mais vous avez vraiment la manière la plus précise possible, à quelle heure vous avez ouvert tel onglet, la consultation, combien de temps vous êtes resté dessus, etc. Vu qu'on a des time usec en microsecondes, on peut faire ce qu'on veut de toute façon. Un autre point. Ouais, les points d'intérêt. Ouais. Donc en fait, ça se rapproche un petit peu. Ils n'ont pas mis ça dans la même catégorie que la partie des différents trajets. En fait, c'est les endroits que vous visitez le plus. Donc pareil, on a récupéré un petit fichier. Bon, c'est assez ressemblant à ce qu'on avait avant. Ouais, ça ressemble beaucoup à ce qu'on avait avant. On a encore du lat-long, on a une adresse portugaise, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc voilà, on a aussi une durée choix, encore une fois, pas mal de trucs importants. Si on va ensuite par la suite, on a des guesses sur l'endroit où vous êtes potentiellement allé si vous n'êtes pas allé à cet endroit-là. Là, l'adresse qu'on a vue, c'était une boulangerie, je crois, un truc du style, si jamais vous voulez l'adresse. Mais il y a potentiellement, Google se dit, ok, il y a une bibliothèque à côté, vous êtes peut-être allé à la bibliothèque. Bon, spoiler, que ça soit lui ou moi, on était sûrement à la boulangerie, hein, pas à la bibliothèque. Je préfère Toujours pas. le retour du hacker. Donc voilà, encore une fois, on a plein de données, donc on a refait une application web. Bon voilà, et du coup c'est un truc assez rapide. Donc pareil, on récupère les différents points. On peut regarder par mois ou par année en fait combien de fois on y allait. En fait, ça vous donne les points que vous visitez le plus. Vu qu'à peu près tout est connecté à Google, que certains noms sont associés à des adresses, c'est aussi marqué dans Google. C'est pour ça qu'il a réussi à faire le rapprochement que quand on est à telle adresse, en fait ça correspond à Zénith à Lyon. Quand on est à telle adresse, ça correspond à Carrefour. Quand on est à telle adresse, c'est qu'Étienne est à la gym, parce que c'est très important d'aller à la muscu. Il faut. Donc voilà, même ça, tout est connecté avec Google. Donc il arrive à faire lui-même certaines déductions sur nos endroits préférés. Ça commence à faire pas mal d'infos sur nous. Fait pas mal de données. Je crois qu'il a parlé d'un dernier truc, tout ce qui était centre d'intérêt, là, un peu plus spécifique quand même. Ouais, ça du coup c'est ce que vous consultez sur Internet, ce que vous aimez bien de manière générale. Donc nouveau format de données, bien évidemment. Ils se sont dit que pour afficher une liste d'éléments, le mieux c'était de mettre ça dans un HTML séparé par des HR.
Super. ou des BR. En fait, on pense que la plus grande sécurité de Google, c'est que leurs fichiers, en fait, ils sont tellement horribles que même si quelqu'un vous les récupère, ben, il va pas vouloir les traiter. Donc Oui. en fait, c'est peut-être ça la première sécurité. Et pareil, on a récupéré tout ça, on a fait un peu de parsing, on a mis ça dans une application et on s'est rendu compte, bon, c'est pas très intéressant, mais le 23 décembre, qu'est-ce qu'on m'a suggéré dans la partie Discover de Google et sur quoi j'ai cliqué. Donc j'ai dû cliquer sur des news de foot, des sujets liés à Karim Benzema et au Nike Dunk. Ça te ressemble bien. Ouais. Et ensuite, vous avez pareil tous les autres groupes Discover qu'on vous a conseillés sur lesquels vous n'avez pas cliqué. Donc même l'information, si c'est quelque chose de consulté ou pas, bah, c'est aussi marqué dans les fichiers de Google Takeout. Donc ça fait pas mal d'infos. On avait tout ça, mais on s'est quand même dit, là en soi, on a juste pris des informations, on les a pris unitairement par service, on les a affichées. Mais en fait, qu'est-ce que ça faisait en fait si on croisait tout ça? Et ben en fait, on a pris un seul et même exemple, mais c'est pour vous montrer un peu tout ce qu'on aurait pu faire, sachant qu'un peu de partout, on a soit la position à laquelle on a consulté une page, soit l'heure à laquelle on l'a fait, etc. Ben, en fait, si on croise tout ça, et ben on a la possibilité d'avoir plein d'infos, par exemple les sites que vous consultez le plus quand vous êtes à telle adresse, l'appareil que vous utilisez le plus. Et en fait, il faut bien se dire que c'est un exemple qu'on vous a affiché là, mais en fait, il y en a plein, parce qu'en croisant toutes les données qu'il y a sur Google Takeout, on peut savoir ce que vous consultez le plus dans les transports en commun, les mails sur lesquels vous cliquez le plus quand vous êtes dans le métro, etc. Donc pour certains trucs de phishing, etc., ben, en vrai, ça peut être utile. Et c'est là où on s'est dit que en fait, c'était un peu dangereux. Ouais, c'est un peu dangereux, surtout que nous, on a vu très peu de services. Là, en vrai, il y a beaucoup de données, mais il n'y a pas grand-chose de Google. Donc, on se dit, il y a quand même plus de trucs. Ouais, parce que là, nous, on vous a montré seulement 5 services, mais en fait, il faut savoir que dans la liste, en fait, je crois qu'il y en a plus d'une quarantaine. 46, ouais. Pareil, dans les fichiers Google Takeout, on a retrouvé des informations sur la partie mail, donc des brouillons, les contacts, certains mails qui ont été envoyés, certains mails qui ont été reçus, etc. Vous avez la même chose pour la partie shopping, ce que vous avez consulté, ce qu'on vous a suggéré, ce que vous avez acheté, ce que vous avez renvoyé en arrière, vous avez aussi absolument tout. Et pareil pour toute la partie pub, et ben en fait vous avez une liste de ce qu'on vous a proposé, à quel endroit, à quel moment, est-ce que vous avez cliqué dessus, est-ce que c'est quelque chose qu'on va vous proposer plus tard. Tout ça, c'est tout marqué dans des super beaux fichiers. Trop bien. Et en plus de ça, nous on vous a montré que Google, mais tout à l'heure on vous a dit qu'il n'y avait pas que Google. Et non, il n'y a pas que Google, les GAFAM. Si on revient un peu, si on a Google, donc on a tous les services qu'on a récupérés ici, mais on a aussi YouTube, Android, Waze par exemple, vous utilisez, et tout le cloud derrière qui récupère des données. On a Apple avec Shazam, tous leurs appareils, iPhone, les Mac, etc. Et aussi Beats. Tout ce qui est niveau Facebook, bon maintenant ça s'appelle Meta, mais tout l'organisme Meta avec beaucoup de réseaux sociaux, Instagram, Messenger, WhatsApp, plein de données super intéressantes. Amazon avec Audible, Ring, beaucoup d'objets connectés, bien évidemment le cloud avec AWS et Twitch qu'ils ont racheté. Et au niveau de Microsoft, c'est toute la suite Microsoft avec aussi GitHub pour nous les devs, c'est super, LinkedIn et aussi tout ce qui passe par Xbox. Après, en voyant tout ça, je me dis qu'il y a certains trucs qui me font peut-être moins peur que d'autres. Par exemple, Facebook, moi je sais que mon compte, il était un peu vieux. Il n'y a pas longtemps, j'ai supprimé plein de vieux dossiers parce que c'était un peu la honte. Donc en vrai, Oui. bah, c'est pas très grave s'il y a, sachant que j'ai tout supprimé, quoi. Ouais, bah c'est un peu dommage parce que t'as un pote ouais, un peu relou, donc j'ai tout récupéré. Ah. Donc là aujourd'hui on va regarder des photos de Mika à l'époque. Non, Non, c'est faux. je rigole. On est vraiment désolé. Tiens, en plus, je sais même pas. Ouais. Voilà, après cette intervention du hacker, le truc à comprendre, c'est que sur Internet, tout se garde et rien ne se perd. J'ai gardé les photos de Mika pour moi, je les montrerai à mes proches. Mais si on va sur Twitter, par exemple, ou X, on a tout ce que vous tweetez, tout ce que vous gardez, même si vous les supprimez, il y a des gens qui vont prendre des screens et tout. Par exemple, Elon Musk, pardon, qui dit que, non, pardon, Trump qui dit que le global warming, ça n'existe pas, que c'est un truc des Chinois, etc. Pareil, Elon Musk qui dit n'importe quoi sur le corona. On a même des Français de chez nous, Cocorico, qui disent n'importe quoi sur Internet. Donc, ouais, c'est pas forcément bien, quoi. Ouais. Bon, en voyant tout ça, je pense qu'il n'y a pas forcément de doute. C'est grâce à ces applications que notre super hacker, en fait, il a peut-être toutes ces infos sur nous. Et bon, du coup, Bah, il du faut coup, faire les sous-titres. on a prévu.
Ah, Il a confirmé que c'était bien avec toutes ces applications qu'il avait réussi à avoir pas mal d'infos sur nous. Donc on a vu juste. Mais il faudrait peut-être qu'on s'intéresse à comment ces données sont récupérées, en fait, pourquoi elles sont récupérées. c'est ça. Ce qui nous intéresse, c'est savoir d'où viennent ces données et pourquoi elles sont récupérées. Donc les données, elles viennent généralement. Je sais pas s'il y a moyen de juste couper le son parce que ça sera plus simple. Les cookies arrivent. Ok, bon, tant pis, on va continuer comme ça, on verra bien. On est désolé en tout cas. Ok, donc les données généralement, là on vous parle un peu plus côté web. C'est bon? Ah, ça a cassé nos slides. Ça a figé les slides, je pense, non? Non? Ok. Ok, super. Les cookies. Donc, généralement, quand vous avez des données sur Internet, surtout au niveau du navigateur, ça va être récupéré par les cookies. Les cookies, pour ceux qui connaissent pas, bon, on est en 2024 quand même, rien à voir. On aurait kiffé, mais non. C'est des petits bouts de texte que vous avez stockés dans votre navigateur qui vont récupérer des trucs sur vous. Ça peut être vos données, je sais pas, vous avez un panier sur Amazon, vous voulez le garder entre deux sessions, ça le garde dans un cookie, plein de trucs comme ça. C'est pas que du bon. Donc voilà, c'est la petite pop-up qui passe généralement. Il y a pas mal de règles qui ont été mises en place aujourd'hui pour les cookies. Dans ces cookies, il peut y avoir des trackers aussi. Pas que, hein, bien évidemment, ça peut être des iframes, des petits bouts de code qui ont accès à votre site internet sans que vous vous en rendez compte. Et c'est des trucs qui récupèrent vos données. Par exemple, vous avez cliqué sur ce bouton, paf, il le sait. On sait que vous êtes intéressé par un ballon, un truc du style, je sais pas. Tout ce que vous faites sur internet, c'est traqué. Généralement, pour garder une trace de ce tracking, on a un truc qui s'appelle le fingerprinting. Quand vous allez sur Internet ou n'importe où, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre appareil mobile, votre navigateur a un identifiant unique qui peut être écrit avec le numéro de votre appareil, la version de votre navigateur, votre adresse IP, plein d'informations qu'on récupère. Tout ça, c'est venu parce que il y a eu des réglementations pardon, avec les cookies. Et un dernier truc, si vous le voyez, mais c'est un truc que personne ne voit sur les sites internet, ça s'appelle les spy pixels, et c'est des petites images un pixel par un pixel qu'on met sur les sites, ou les emails par exemple, et vu que vous faites une requête de la page, vous faites une requête de l'image, et donc le serveur qui vous donne cette image a accès à vos identifiants, donc bam, plein de données qui sont récupérées comme ça. Mais c'est pas que ça, hein. Là on parle beaucoup du web, mais ça peut être aussi dans la vie réelle, donc sur les appareils mobiles, sur les objets connectés, et même en vrai, quand on récupère votre plaque d'immatriculation ou des trucs du style, c'est des données qui partent sur internet après aussi. Et du coup, bah, en fait, toutes ces données, là, on vous a quand même montré pas mal de points négatifs, mais il y a certains aspects pour lesquels ces données sont utilisées. Ça nous sert un peu. Donc, on a quelques exemples. Tu parles trop fort. Premier exemple, pourquoi nos données des fois sont utilisées? En fait, c'est pour vous proposer des choses que vous aimez. Donc, par exemple, on a pris un petit exemple des données qui sont récupérées avec Spotify sur les titres que vous écoutez, etc. Bah, en fait, qu'est-ce que ça permet? Ça permet de construire des super playlists. Donc là, vous avez la playlist préférée d'Étienne. Donc ça, c'est construit selon ses préférences. Ensuite, pareil pour tout ce qui est publicité. Donc là, vous pouvez voir qu'avec Étienne, on n'a pas les mêmes envies. Moi, j'ai envie de partir en vacances. Non, il n'y a pas de souci. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc moi, j'ai envie de partir en vacances. Étienne a envie d'un singe. On regarde pas les mêmes choses sur internet. On a des envies un peu différentes. Pareil pour tout ce qui est suggestion de vêtements, tout ça. Et dernière chose pour lesquelles les données sont utilisées, ben, on ne va pas se mentir, c'est quand même pour l'argent. Vos données, ça coûte cher. C'est pour ça, pour tout ce qui est publicité, etc. C'est pour ça que vos données sont vendues. Donc C'est une mine un d'or. élément qui est important. C'est une vraie mine d'or. Parfait. Normalement, ça devrait être Il a tout débranché. nouvel essai. Donc, je me dis quand même que même si ça ne veut pas dire que quand on paye les applications, bien évidemment, elles ne récupèrent rien sur nous. Ça ne veut pas dire ça. Mais voilà, l'argent est quand même une question. Mais je me dis qu'avec tout ça, il y a forcément, des moyens de dire non à tout. Donc pareil, vous n'aurez pas le son. Mince. Petit sous-titre.
C'est ça. Donc la question, c'est aussi pour ça que vous êtes là, la question qu'on se pose, Est-ce que c'est vraiment possible de disparaître d'Internet? et ben la réponse c'est non. Et ben merci de nous avoir écoutés. On a un peu d'avance. Non, Non, on va quand même donner deux trois petites astuces. On va pas vous laisser comme ça. Donc premières astuces, on va déjà s'intéresser à nos données passées en fait. C'est peut-être le premier endroit où il faut agir. Donc premier truc qu'on peut faire, c'est connaître les données qui sont actuellement sur nous en ligne. Donc savoir que généralement les grands groupes, les grands services ont l'obligation de vous donner vos données, enfin les données qu'ils ont sur vous, si vous les demandez. C'est disponible. On a pris un petit exemple avec un endroit dans Netflix qui demandait un export de toutes les données que Netflix ont sur vous. Donc c'est disponible. Une fois qu'on a nos données, bah en fait, il faut les nettoyer. Donc pour ça, bah, il y a plusieurs façons. Il y a des solutions un peu chiantes qui sont de faire ça à la main. Et sinon, bah, en fait, il y a des applications qui existent pour ça. Donc on a mis quelques exemples. Malheureusement, c'est souvent payant ce genre d'application, mais c'est une fois de temps en temps d'utiliser ça. Donc vous avez des solutions qui s'appellent Incogni. Donc en fait, ça fait, on va dire, un scan de votre vie privée sur Internet. Ça va rechercher tout ce qu'il y a lié à votre nom, prénom, adresse mail, enfin tout ce qui peut être disponible. Ça va vous faire un rapport avec tout ce qui est actuellement en ligne. Et vous allez avoir la possibilité soit de nettoyer les données, les garder si c'est nécessaire, etc. Mais en tout cas, vous avez vraiment un listing de tout ce qu'on a sur vous sur Internet. Et vous avez d'autres services qui font plus ou moins la même chose. Ça, je crois que c'est TVXme, c'est ça. Voilà, ça fait plus ou moins la même chose. Donc, c'est possible de faire un nettoyage de ces données, ou au moins de faire au moins un scan pour avoir une connaissance de tout ce qu'il y a en ligne. Ensuite, pour sécuriser ces données passées, c'est le nombre d'applications et de services qu'on utilise. Vous avez sûrement des anciens réseaux sociaux, des anciens comptes mail que vous n'utilisez plus. En fait, n'hésitez pas à les supprimer. Ça va supprimer des données, en fait, même si les grands groupes données pendant quelques années, au bout d'un moment, ça va être supprimé. Et en fait, c'est des services qui continuent peut-être à récolter certaines de vos données alors que vous ne les utilisez plus. Donc, pensez à les nettoyer. Et ensuite, un truc qui paraît quand même assez logique maintenant de nos jours, mais c'est renforcer son authentification. Quand on voit tout ce qu'on a réussi à récupérer juste avec un compte Google avec Étienne, donc on a dit 9 ans d'historique de données, en fait on se dit que quelqu'un qui récupère votre compte Google, il peut quand même avoir vachement plus de données que l'accès à votre historique YouTube ou envoyer un mail. Donc c'est un sujet important auquel il faut faire attention. exactement. Une autre des autres indications qu'on peut vous donner, c'est sécuriser vos données futures. Donc là, on va faire attention à tout ce qu'on va faire sur Internet. Supprimer votre géolocalisation, c'est un truc un peu banal, mais généralement ça évite qu'on vous traque partout. Gérer vos publications sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de dire que vous êtes à Torrentech, vous avez le droit, mais faites attention quand même avec quel compte vous le faites, parce qu'il y a des gens qui peuvent vous suivre. Utilisez des bloqueurs. Tout ce qui est uBlock, par exemple, sur Internet, ils ont des extensions sur tous les navigateurs, ou même des trucs un peu plus complets qui vont bloquer les trackers sur les sites comme Privacy Badger. C'est des petits trucs, des petites extensions que vous installez et boum, vous avez la vie tranquille. Pour les bloqueurs, faites quand même attention, renseignez-vous sur le bloqueur que vous utilisez. Bien évidemment. Il y a certains bloqueurs, en fait, ils se sont dit pourquoi on ne ferait pas une offre où les gens peuvent payer pour qu'on laisse passer des trucs. En fait, du coup, le bloqueur ne sert pas à grand chose parce que juste les services payent et en fait, ça ne bloque pas tout. Donc, regardez C'est ça. comme ça. C'est ce qu'avait fait AdBlock à l'époque. Sinon, utilisez NordVPN. On a un petit code Torrentech 10 là, si vous voulez. Non, on n'a pas, mais on n'a rien. Il me donne rien. Sinon, en vrai, passer par un VPN, ça peut vous donner un peu plus d'anonymité sur Internet. Ça vous protège pas forcément, mais ça peut éviter qu'on vous traque un peu plus. Bon, tout ça c'est bien beau, mais je pense que la plupart de ces choses-là, en fait, vous connaissez déjà. C'est des choses qui sont, on va dire, des actions un peu simples qu'on peut faire. Mais il y a certaines actions qu'on peut faire qui sont un peu plus méconnues, on va dire, par les gens. Donc, première chose, désactivation de la collecte de données. Oui, vous pouvez désactiver certaines collectes de données. Sur les données qu'on a récupérées de Google avec Étienne, on s'est rendu compte
En fait, c'est parce que j'avais désactivé la collecte de mes données. Donc, si vous allez sur votre compte Google, vous avez un endroit où vous pouvez sélectionner est-ce que je veux que Google récupère mes positions, est-ce que je veux que Google continue à récupérer mon historique, etc. Voilà, pensez à les désactiver la plupart de ces choses-là. On n'avait pas besoin. Croise les doigts que Google stoppe vraiment la récupération des données. On ne peut pas savoir, on ne travaille pas chez Google, mais s'il y a des gens qui travaillent chez Google et qui ont l'info, on veut bien. Donc désactiver la collecte, première chose. Ensuite, c'est à chaque fois que vous ajoutez un nouveau service à votre mail, en fait, c'est connaître où est-ce que vont aller ces données, en quoi elles vont être utilisées. Pour ça, il y a un super truc que tout le monde connaît, que personne ne lit, c'est les politiques de confidentialité. C'est les gros pavés où quand vous inscrivez, généralement, vous scrollez, vous cochez la case en bas. Je le fais aussi, hein, donc pas de jugement. Mais en fait, c'est là-dedans que généralement on indique qu'est-ce qu'on va récupérer comme données sur vous, pourquoi on va s'en servir, où est-ce que ça va être stocké, etc. Si vous êtes un vrai développeur ou quelqu'un de la tech bien flemmard, et en fait, il y a des solutions pour écourter tout ça. Vous avez certains services comme TSDR qui en fait vous permet de faire un récap des politiques de confidentialité par service. Donc en gros, il vous sélectionne les grandes lignes, les lignes les plus importantes. À quoi ça ressemble? On a fait un petit exemple avec Facebook. Donc vous avez un grade pour l'application. Donc Facebook, vous en doutez, c'est grade E. Je crois que vous avez un listing de ce que ça fait avec vos données, les conditions qui sont bien pour vous, mal pour vous, ce qui est totalement neutre. Donc ça fait un bon résumé. Donc n'hésitez pas à aller là-dessus si vous avez un peu la flemme de tout lire. Ok, et généralement, quand vous allez chercher comment disparaître d'Internet sur Google, vous allez souvent tomber sur de l'open source. Et en vrai, c'est bien parce qu'avec l'open source, on a aussi plein de trucs. Par exemple, si vous voulez une nouvelle messagerie instantanée, vous avez tout ce qui est Signal et Element qui font un peu attention à ce que vous faites. Les navigateurs web, Brave, Firefox et même Tor, si vous voulez vraiment aller dans la navigation privée. Vous avez même aussi des nouveaux moteurs de recherche avec DuckDuckGo et Quant. Et sinon, en termes de système d'exploitation, on ne le présente plus, hein, mais bien évidemment Linux, Ubuntu, etc. Plein de trucs comme ça. Mais généralement, l'open source, c'est pas non plus forcément bienveillant. Il peut y avoir aussi des entreprises qui font de l'open source mais qui sont malveillantes. Faites attention à l'éthique de l'entreprise et à ce qu'elle peut faire de vos données aussi, c'est important. Yes, donc en gros, open source ne vaut pas tout dire. Faut quand même s'intéresser à ce que fait l'organisation et ce qu'elle propose. C'est ça. Et en fait, c'est tellement devenu un sujet important qu'en fait, il y a des organisations qui se sont spécialisées là-dedans. Il y en a qui ont des super images comme ça. Ils se sont dit, nous, notre but, en fait, c'est vraiment de faire quelque chose d'éthique, où en fait, on est sûr de ce qu'on fait avec les données des utilisateurs et c'est complètement transparent. Et du coup, ces organisations ont lancé un mouvement. Alors, la dégooglisation et la dégafamisation d'Internet. Bien joué. Ils ont lancé, vous avez peut-être déjà entendu ces termes. Est-ce que des gens ont déjà entendu ça dans la salle? Oh. Yeah, c'est pas mal, top. Et en fait, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est des vraies alternatives à tous les services que vous utilisez au quotidien. Donc, on vous a mis quelques exemples. Il y a un grand nom peut-être là-dedans que des gens vont reconnaître, c'est le nom de Framasoft. On va dire que c'est l'organisation la plus connue qui vraiment milite pour ça. Et vous avez un site qui
Ouais, ça fait pas mal de temps. On vous a montré plein d'astuces pour gérer vos données, mais ça fait quand même un peu peur. On n'a pas de donné vraiment de points positifs à cette collecte. On va quand même essayer de faire l'avocat du diable et de donner quelques points positifs. Si, en vrai, des points positifs, il y en a quand même. On s'est quand même rendu compte que des fois, ben, tout ce qui était récupération des données, le fait qu'on soit sur écoute en permanence, ben, c'était quand même utile. Donc on a mis quelques exemples de faits d'actualité. Donc là, on a un exemple avec Alexa qui, un jour, lors d'une dispute conjugale, a détecté un problème, un appel à l'aide et a appelé les secours. Donc voilà, c'est con, Alexa, ça écoute quand même en permanence, mais comme quoi, des fois, ça sert. On a un autre exemple, bon là, ça c'était vraiment bête Ouais. pour lui. C'est quelqu'un en fait qui a commis un crime. Il avait tout prévu, alibi, aucune trace, etc. Il était parfait. Ils ont récupéré ses données de géologue et en fait, à l'heure du crime, bah, il était sur place. Ouais, Supprimer la géoloc. bête. Donc, en fait, si on a un conseil à vous donner, c'est que si un jour vous faites un crime, bah, juste prenez pas votre téléphone avec vous. Non. J'espère que ça ne s'écoute pas. Et ensuite, autre petit exemple, c'est tout ce qui est avec appareils connectés, les montres connectées, tout ce qui récupère en continu votre état de santé, si vous avez chuté, etc. Ces appareils, ils ont des droits pour communiquer à votre place, pour faire des appels d'urgence. Et des fois, ça sert. Donc voilà, il y a des points négatifs en fait à tout ça, mais bah, il y a quand même certains services qu'on utilise au quotidien. Exactement. Trop bien. Ça fait 40 minutes qu'on vous parle et on va peut-être faire une petite conclusion histoire de... Donc, qu'est-ce que l'on doit retenir? Eh ben, première chose, c'est que en fait, disparaître d'Internet, c'est quand même difficilement évitable. Même si on vous a donné pas mal d'astuces, des choses qui peuvent être mises en place, il faut savoir que en fait, les grands services, les grands groupes, ils ont quand même fait en sorte que ça soit vraiment galère de partir de chez eux. C'est des entreprises qui font beaucoup d'argent, donc qui développent des fonctionnalités dont vous vous servez au quotidien. Donc généralement, bah, quand vous devez partir et que vous ne retrouvez pas certaines fonctionnalités, bah, en fait, c'est un peu compliqué. En plus de ça, bah, ça fait des années que vous êtes sur Internet. Jusqu'à maintenant, c'est peut-être des éléments auxquels on ne faisait pas forcément attention, donc la protection de nos données. Donc il y a forcément déjà plein de données à vous sur Internet. C'est pour ça qu'on vous a donné des conseils pour comment vous pouvez déjà nettoyer ce qui est déjà en ligne et des conseils pour l'avenir sur ce que vous pouvez faire. C'est ça. Vous étiez peut-être pas des bons élèves à l'époque et maintenant avec ce taux de vous l'êtes. Donc il y a plein de manières de protéger vos données. Déjà, renseignez-vous sur ce qui se passe. Là, on a vu là récemment avec le problème de la CNIL sur les assurances. Utilisez des gestionnaires de mots de passe, par exemple. Ça, c'est pas mal aussi, hein. Évitez d'utiliser maman 123 pour vos comptes. Et pas mal de trucs comme ça. Euh, pardon. Sinon, prenez conscience de ce que vous faites sur Internet, comme on vous l'a dit. Évitez de lancer des stories comme ça sur Internet ou des trucs du style. Salut à tous, on est en direct de Ouais, t'as fait le talk, mais t'as rien compris en fait. Faites pas du tout comme lui, vraiment. pas du tout comme moi. En tout cas, Google vous remercie pour vos données et nous, on vous remercie de nous avoir écoutés. On vous a mis le lien du Open Feedback, ça fait toujours plaisir d'avoir vos avis. Yes, si vous avez vraiment 2 minutes, c'est un truc, c'est super important parce que bah, le but, c'est qu'on améliore ce talk. Exactement. Prochaine fois, on demandera à la personne quand même d'éviter de faire grésiller toutes les enceintes pour Ouais, la vidéo. On espère quand même que vous avez bien entendu de partout. Ouais, c'était bon. super. Parfait. On parle fort, donc ça va. Il nous reste 5-6 minutes pour des questions, si vous voulez. Si vous avez des questions. Yes. Yes. Du coup, on s'est renseigné là-dessus parce que c'est un peu à partir de ce constat qu'on a fait ce talk. Et en fait, on a toujours l'impression que nos téléphones nous écoutent, mais en fait, c'est
Oui. Ce n'est absolument pas directement notre micro qui enregistre les infos et qui ouvre, qui nous propose les pubs, quoi. Pas d'autres Il y a d'autres questions? Super. Si. Ah. Yes. En vrai, je pense que c'est plus sur l'illustration. Je pense qu'on a mis données bancaires, on n'a pas mis dans données sensibles, mais en effet, ça me semble sensible. Oui. Ça devrait sûrement être dans données sensibles. Il n'y a pas de différence. En fait, il y a différents. Ah, je n'ai pas répété la question de toute façon. Oui. Ah, super. Du coup, la question c'était qu'est-ce qui est vraiment classifié en tant que données sensibles, parce qu'on n'avait pas mis données bancaires dans données sensibles au début. Il y a plusieurs types de données. Il y a des données où on ne va pas faire grand-chose avec. C'est tout ce qui est nom, prénom, âge, etc. Il y a des données qui sont un peu plus sensibles, et parce qu'en fait, elles permettent de faire des actions avec, donc tout ce qui est données bancaires, etc. Et après, il y a les données qui sont encore plus sensibles, c'est tout ce qui va être données de connexion, d'identification, parce qu'en fait, avec ça, ça permet de faire une boucle et de creuser encore plus loin. Une fois que quelqu'un a trouvé votre combinaison email mot de passe, en fait, c'est tout bête, mais il peut aller sur absolument tous les services que vous utilisez, et en fait, il va réessayer avec ces identifiants. Donc, il y a différents seuils de trucs, mais en effet, le bancaire, c'est plus dans un truc sensible, parce qu'on peut directement faire une action avec, qui est de piquer de l'argent. C'est tout bon ? On est tout bon? Merci beaucoup. Merci à vous.